7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Martinique Actualité. Serge Letchimy, président du Conseil exécutif en déplacement dans l'Hexagone, premier grand rendez-vous au Parlement européen où un échange important s'est déroulé avec Younous Oumargé, vice-président du Parlement européen en France. Cette rencontre a permis d'aborder des sujets cruciaux tels que la promotion de l'emploi des jeunes dans les RUP, la réforme du POSEI, l'insertion régionale et les perspectives de développement économique pour ces régions. Autre rencontre importante pour Serge Letchimy qui a été reçu par Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Plusieurs dossiers là aussi cruciaux pour les Martiniquais ont fait partie lors de longs entretiens de près d'1h30. Lutte contre la vie chère, suivi des engagements de l'État, aide aux entreprises impactées par la crise, lutte contre les trafics d'armes et de stupéfiants ou encore le chômage des jeunes. À la fin de l'entretien, le ministre des Outre-mer ainsi que Serge Letchimy ont répondu à quelques-unes des questions de la presse dont Outremer News. Moi j'étais très heureux de retrouver Serge Letchimy ici dans ce ministère des Outre-mer. Nous nous connaissons depuis longtemps. Je connais sa force de travail, ses convictions, sa droiture aussi. Donc c'était important que nous puissions évoquer l'ensemble des dossiers de la Martinique et de la collectivité qu'il dirige, que ce soit la place de la Martinique dans la Caraïbe, la lutte bien sûr contre le narcotrafic, la situation des finances de la collectivité, et puis surtout un sujet qui me paraît assez fondamental et qui est au cœur de son projet, il l'expliquerait bien mieux que moi, c'est comment on change profondément l'économie de la Martinique, et d'ailleurs d'une manière générale des Outre-mer. Comment on fait de la Martinique, et ça c'est le choix des élus de la Martinique, une force, un hub, dans tout ce qui concerne l'économie d'aujourd'hui et de demain, dans cette région de la Caraïbe qui bouge évidemment beaucoup dans ce monde de l'Amérique. Et ça, c'est un projet qui est évidemment fondamental, d'abord pour les Martiniquais, d'une manière générale pour les Antillais. C'est un rayonnement pour ces territoires. Évidemment, la France, à travers la Martinique, à travers la Guadeloupe, aussi rayonne dans ce monde, mais il m'indiquait à juste titre que les choses doivent partir d'abord de ces forces. Il est évident que pour lutter contre la vie chère, il faut mettre en place le protocole qui a été discuté, négocié, et qui doit beaucoup au président Letchimy. C'est des sujets sur lesquels, je le sais, il travaille depuis bien longtemps. Il faut que l'État donc soit au rendez-vous. Il faut que l'État soit au rendez-vous. Ça veut dire quoi ? Des engagements. Écoutez, déjà, il faut que la loi de finances soit votée pour que les mesures concernant la TVA soient appliquées. Et puis hier, comme aujourd'hui à l'Assemblée nationale, j'ai annoncé que je m'engageais personnellement contre la vie chère qui doit beaucoup d'abord au monopole qui existe et qui étouffe l'économie martiniquaise comme elle étouffe l'économie de beaucoup de territoires ultramarins. C'est sur tous ces registres-là que nous devons agir. Contre la vie chère, avec des mécanismes qui avaient déjà été imaginés, avec un État qui doit, au fond, faire vivre la concurrence juste, la liberté, l'égalité, mais à condition qu'il y ait de la transparence, de la vérité sur les marges ou sur les marges arrière. Donc c'est ce travail, et moi je suis très déterminé, je vous le dis, je ne céderai à aucune pression, mais le plus important me semble aussi, c'est l'économie de demain, qu'on sorte d'une économie qui est très liée au passé, coloniale bien évidemment. Il ne s'agit pas de stigmatiser, il s'agit évidemment encore moins d'affronter qui que ce soit. On doit vivre dans la concorde, mais il faut changer profondément, et nous mettrons ces sujets-là au cœur
du comité interministériel des Outre-mer, dans notre relation bilatérale, et à l'occasion, je l'espère, dans quelques semaines, d'un déplacement long et fructueux sur place. Mais on a beaucoup de dossiers à travailler, et moi je veux faire celui qui incarne un partenariat de l'État avec les collectivités territoriales, loin de tout infantilisme, et en faisant vivre demain de véritables projets. Je pense qu'il faut qu'on soit au plus près du terrain, qu'on évolue sur les normes, sur les habilitations, qu'on donne beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus d'autonomie économique aux collectivités territoriales. Il faut une nouvelle ère, il faut un changement profond. Monsieur le ministre, le chômage touche beaucoup de jeunes aux Antilles. C'est un dossier qui a été abordé? Oui, parce que quand on aborde la détresse sociale, on aborde les questions de formation, les questions de démographie aussi. Si la Martinique est attractive comme le souhaite son président, eh bien, on retrouvera de la jeunesse, de l'envie, et c'est évidemment la lutte contre le chômage, qui est le double dans ces territoires qui ne l'est dans l'Hexagone. Les chantiers sont énormes. Vous savez, je suis passionné par ce ministère. J'en occupe la responsabilité seulement depuis quelques semaines. Je mesure la tâche. Il y a eu l'urgence, Mayotte, maintenant la Nouvelle-Calédonie, les questions de vie chère. Mais moi, je veux qu'on redéfinisse le rapport entre Paris, comme on dit, l'Hexagone et ces territoires qui doivent s'inscrire dans un espace régional et qui doivent pouvoir se développer en tenant compte de cet espace régional. C'est pour ça que la question des normes ou des habilitations est tout à fait fondamentale. Je connais très bien Manuel Valls, le ministre d'État. Et d'abord, il occupe une fonction clé. Être ministre d'État et en même temps ministre de l'Outre-mer lui donne une autorité de décision assez large. Il faut noter ça. Et c'est pas un ministre supplétif, quoi. Ça, c'est à noter. Parce que j'ai été très marqué au cours des années passées de promesses non tenues ou de baratinage quelquefois large, mais qui ne puissent pas nous permettre de nous attaquer au fond et par rapport au mal développement que nous connaissons. Donc les engagements que nous allons prendre, on va les préciser lors de sa visite. On aura le temps de travailler, mais on a présenté plusieurs sujets pour moi qui sont des sujets essentiels. Sur la vie chère, on est d'accord, application du protocole. Dès que les conditions seront réunies par la loi de finances, ça me semble normal. C'est un homme qui est extrêmement tranchant, donc nous considérons que les problèmes qui sont liés à la continuité territoriale, à la compensation, à la baisse à taux zéro de la TVA, au contrôle des oligopoles et des monopoles, ça viendra. On a dit qu'on ne fait pas que l'application du protocole, mais qu'on met en perspective une loi d'orientation et de programmation que j'ai largement exprimée, qui est comportant un volet contrôle des prix, mais aussi mécanisme de développement moderne, notamment autour de l'autonomie alimentaire, pour ne pas rester à la fois à déclamer qu'on est dans des comptoirs post-coloniales, mais en même temps en faisant rien pour casser des comptoirs. Donc ça me semble utile. Le principe d'une loi de programmation d'orientation est retenu. Maintenant, le ministre va y travailler. Nous avons beaucoup abordé la question de la situation budgétaire et financière des collectivités d'outre-mer, particulièrement de la Martinique. Je donne l'information qui est très importante, c'est que nous avons un écart de 150 millions d'euros pour les AIS, qu'on appelle les aides individuelles sociales, l'APA, PCH pour les personnes âgées et handicapées. L'écart est de 150 millions d'euros par an. Donc il faut que l'État aussi puisse aborder cette question. Nous avons aussi abordé notre rentrée à la CARICOM, qui est un événement majeur. Pour la première fois, un pays d'outre-mer, première fois depuis 300 ans, sera dans un double marché. CARICOM et EU et l'Europe. Donc ça, c'est essentiel. Et comment nous pouvons nous inscrire dans un développement intégré? C'est le 21 et 22 février, très bientôt. Donc ça change la vision du monde, ça nous met plus au centre qu'à la périphérie. D'ailleurs, pour ça, on nous maintenait à la périphérie. Emmanuel Valls partage le même point de vue, pour pouvoir justifier de l'infantilisation et du besoin de paternalisme d'État qui n'a plus de sens aujourd'hui. Donc le fait de pouvoir commercer, échanger, rechercher des matières premières et les transformer, ça ouvre un chantier. Je donne plusieurs chantiers, dont un chantier dont je donne un exemple qui traîne depuis 3 ans, l'équivalence de normes. Comment voulez-vous acheter des matières premières à côté si les normes européennes ne sont pas adaptées à ces normes-là ou vice-versa? Donc ces sujets nous semblent d'une importance capitale. Et puis bien sûr, on a abordé le narcotrafic qui m'inquiète énormément en Martinique. Sur les 47 tonnes
de cocaïne saisis en France, 27 Cavigny des Martinique. 27 pas Cavigny des DOM, des Martinique. Donc il y a un vrai problème. On a environ 500 millions d'euros de blanchiment qui circulent dans le pays. Quand vous avez une fragilité sociale comme ça, avec beaucoup de jeunes en inactivité, 35 000 personnes qui vivent du RSA, 76 000 personnes qui vivent en dessus du seuil de pauvreté, dans un contexte mondial où le narcotrafic a pris le pas sur les États, a pris le pas sur la France. C'est pas moi qui dis ça, c'est le rapport du Sénat qui le dit. On est extrêmement inquiet parce que ça va se profiler innervé au sein du tissu social martiniquais. On ne pourra pas rattraper par la suite. Donc je l'ai invité à présider la conférence sur la sécurité que nous voulons faire dans la zone Caraïbe chaque année, de telle sorte qu'on puisse travailler avec les pays tiers, puisqu'on sait que le narcotrafic, c'est en mer que ça se passe, avec trafic d'armes, de drogue conjuguées. Je pense honnêtement que l'État doit prendre ses responsabilités. La dernière chose, j'ai été agréablement surpris d'entendre que l'appel de Fort-de-France demeure une revendication extrêmement importante, qui conjugue à la fois des actions purement économiques, de mutation du modèle économique, y compris aller vers plus d'autonomie alimentaire, plus d'industrialisation, mais en même temps, on ne peut pas nous demander d'être responsables sans donner les clés de la responsabilité, c'est-à-dire le pouvoir normatif que je demande depuis très longtemps. Et pour quelles raisons? Pour changer en la clé, en toiture, une norme technique quelconque, il faut passer par un règlement qui sort de Paris. Ça n'a pas de sens. Et on peut parfaitement adapter les lois et les règlements localement. Ça ne tue pas la République pour autant, y compris édicter les lois. Et Manuel Valls, bien sûr, lui et moi, on des contraintes de contexte politique, parce qu'on n'a pas la majorité encore probable pour Versailles, c'est-à-dire pour le Congrès. Mais en attendant cela, on peut trouver des formules qui puissent nous préparer vers des pays beaucoup plus responsables, moins infantilisés, moins méprisés, et qui puissent tenir compte de notre position de richesse océanique forte, et sans pour cela qu'on soit que le rayonnement extérieur de la France. J'aurais bien aimé être le rayonnement de moi-même avant d'être le rayonnement de la France. Si je m'épanouis et je m'émancipe fortement, je peux faire rayonner le monde, y compris l'Europe et la France. Mais pour l'instant, on n'est que de petits points isolés, trop focalisés dans le rayonnement de la France et de l'Europe. Ça, c'est pas quelque chose d'acceptable. Et cet état d'esprit qu'il faut changer, ce que Manuel appelle, et moi-même, une nouvelle vision des pays d'outre-mer, plus organisée, plus structurée, sans pour cela que la solidarité républicaine puisse s'effacer. Monsieur Letchimy, est-ce que vous avez abordé avec le ministre l'article de Libération concernant le groupe Bernard Hayot? Écoutez, Johnny Ajar a eu le courage de dénoncer avant tout le monde, l'ancien député, la question des oligopoles et des monopoles. Bon, il faut véritablement qu'on aille vers des choses transparentes et claires et nettes. Bon. Est-ce que l'octroi de mer pèse sur la vie chère? Pour nous, non. Mais même si c'est 3-4%, on a mis à zéro sur 6 000 produits. Est-ce que la TVA paye sur la vie chère? Et pèse sur la vie chère. L'État a diminué à zéro. Est-ce qu'il y a des systèmes qui ne sont pas mis en place sur la continuité territoriale? L'État a décidé de porter une grande part de la continuité territoriale économique. C'est unique. Aujourd'hui, ça existe pour la Corse. Maintenant, si les distributeurs, concentreurs, vendeurs, commercialisateurs, importateurs de grandes surfaces considèrent qu'il n'y a rien à faire et que ça peut rester comme ça, c'est pas possible. Il faut de la transparence. Premièrement, il faut baisser les marges sur les produits de première nécessité, les 6-7 000, y compris aller beaucoup plus loin que les produits de première nécessité, mais en intégrant la production locale. Parce que baisser les prix en finançant la baisse des prix, ça a ses limites budgétaires. Donc moi, je veux bien baisser les prix sur une partie, mais je veux relancer ma production étillant moyen. Et d'achinant, et fruits à pain, etc. Oui, donc il faut conjuguer les deux. C'est dans ce cadre-là que je considère que ce qui se passe autour du groupe Hayot, c'est un exercice, une exigence de transparence. Et il faut laisser les choses se faire, la justice va se prononcer. Michel, il y a une proposition de loi qui a été votée ce matin à l'Assemblée nationale. Pour vous, c'est un pas de plus qui a été fait? Bon, tout ce qui permet de clarifier les choses, d'être beaucoup plus transparent. Mais bon, c'est une proposition de loi qui va certainement nous aider. Donc il ne faut pas rejeter. Mais il faut aller beaucoup plus loin qu'une proposition de loi simplement d'affichage. Il faut que ce soit une loi de programmation et d'orientation
extrêmement puissante et forte qui accompagne la baisse des prix par des mesures de contrôle, de mécanismes liés au BQP, à ce que nous avons signé comme protocole. Mais il faut aussi poser la question du développement économique local. Et si la question est strictement au plus haut niveau de l'État de contrôler les prix, c'est extrêmement réducteur sur le plan économique. C'est pour ça que cette proposition de loi est bienvenue, mais très limitée pour moi. Le trafic de cocaïne, vous parliez, le trafic de drogue de manière générale, vous avez indiqué des chiffres inquiétants concernant le trafic qui passe par la Martinique. Qu'est-ce que vous attendez exactement de l'État? Vous parliez de faire venir... Je vais être très sévère avec l'État. Pardonnez-moi. Là, on commence à avoir des actions. Ces temps derniers, l'État commence à réagir. Mais après 30 ans d'inertie, je le dis comme je le pense, la Martinique, Guadeloupe et Guyane sont devenus des passoires du trafic de drogue parce que ces pays ont été ciblés comme des pays ouverts, fragiles, non contrôlés. Et c'est un open bar. Donc, qui a la responsabilité régalienne de la sécurité? C'est l'État. Bon, pourquoi l'État a laissé une situation arriver à un tel niveau? La Martinique est blindée d'armes. La Martinique a un trafic de cocaïne très élevé. Et les connexions aujourd'hui avec le monde du narcotrafic dans le sud de l'Amérique, les ventes d'armes directes aux États-Unis, les armes qui sortent du secteur du Venezuela et qui s'échangent avec la cocaïne en mer dans le bassin caribéen, c'est pas la Martinique en tant que région qui a le contrôle des mers. Donc, vous profitez de la richesse océanique mondiale, je parle de la France, et en même temps, on n'a pas qu'à mettre des moyens pour contrôler. Ce qui veut dire que nous, on est devenu un lieu de passage. En plus, comme en Guyane, on a renforcé la sécurité, tout s'est déporté sur la Martinique. Je redonne ce chiffre qui est grave. Sur 47 tonnes, 27 viennent de la Martinique. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Alors, depuis qu'on a rencontré Gérald Darmanin, il y a des efforts qui commencent à venir. Radar commence à arriver. On aura un second que nous allons subventionner, vous vous rendez compte? On met en place des systèmes de renforcement des moyens de la justice, de la douane, de la police, de la gendarmerie. Tant mieux. Mais pourquoi avoir attendu 20 ans pour faire ça? Donc, notre exigence, c'est que l'État assume ses responsabilités. Et dans un délai court, j'ai proposé qu'il y ait une conférence de la sécurité, et je demandais à Manuel Valls, en tant que ministre d'État, d'y être, de telle sorte qu'on puisse réunir tout le monde, tous les pays qui sont à côté, pour dire stop, il faut arrêter ça, et parce qu'on va détruire le tissu social martiniquais, et qui va devenir un vaste lieu d'échange de drogue et de cocaïne. Et en plus, comme on a en plus l'État qui a diminué ses capacités d'insertion des jeunes par les PEC et les emplois jeunes qui en sont supprimés ou réduits en taux d'intervention et en nombre, eh bien, la fragilité sociale va se conjuguer à la fragilité économique. Face à un tel fléau, on risque d'avoir de graves problèmes. Ça veut dire que vous pouvez, on peut aboutir aux patrouilles mixtes avec les pays voisins et aussi l'échange de renseignements. Absolument. Il faut parvenir. C'est en bonne voie. Il y a des magistrats de liaison qui ont été désignés, il y a des rencontres entre Saint-Lucie et Martinique, mais les prises qui se font depuis la Martinique démontrent bien qu'il y a un progrès qui est fait. Là où je suis extrêmement sévère, c'est sur le passé. Pourquoi on a attendu si longtemps pour arrêter ce mal-là? Donc les efforts qui sont faits nous associent parce que c'est pas seulement la surveillance des côtes, c'est aussi la prévision, c'est-à-dire l'anticipation. Et tout ce qu'il y a comme accompagnement en éducation aux jeunes, en famille qui sont en situation de monoparentalité, et sur la question de l'encadrement des jeunes. Je pense que la France ne devrait pas supprimer des emplois jeunes tels que ça se passe aujourd'hui. Parce que c'est 500 jeunes environ dans le secteur privé qui se trouvent sans activité, dans le secteur privé, ou associatif, ou communes, et puis c'est environ 250 jeunes dans les EPLE, c'est-à-dire des établissements, qui travaillaient. Quand vous avez 700 jeunes qui travaillaient et qui ne travaillent plus, comment de gars manger? Ils vont aller chercher des choses les plus faciles. C'est dans ce cadre-là que je suis extrêmement dur avec l'État. Si vous ne pouvez pas assumer ses responsabilités, donnez localement à assumer les responsabilités pour ne pas faire rêver les gens d'une prétention nationale qui n'assume pas du tout ce qu'elle devra assumer. ONews Radio sur outremernews.fr.